putain! Non, c'est la sueur, t'inquiète pas, je suis pas en train de pleurer. C'est mon crâne qui brille à cause de la chaleur dans le bureau. Mais on va en parler. De pleurer en public. C'est le sujet de la vidéo, la stratégie de la pleurniche. Bon, le pire truc qui puisse t'arriver quand t'es créateur de contenu, c'est que ta propre fanbase, y a les mecs qui te demandaient des autographes dans la rue, ceux-là se retournent contre toi, ils te courent après pour te cracher dans la gueule, voire pire. Ce dont je te parle est le cauchemar absolu de tous les créateurs, c'est ce qui est arrivé à Norman, c'est ce qui est arrivé, et regarde, c'est marrant, YouTube les associe, il a mis juste à côté, le mec de Villebrequin, je sais pas si t'as vu, semaine dernière, il s'est mis à chialer. C'est quand même marrant, l'algo de YouTube les a foutus ensemble. Alors qu'a priori, leurs deux histoires n'ont rien à voir. Ouais, mais l'algo de YouTube est plus malin que nous. Lui, il a pris du recul, il a fait, non ok, je vais les mettre dans la catégorie chaleur, je vais les foutre ensemble, c'est pour la même audience. Du coup, c'est quand même un gros événement dans le YouTube français, ce sont deux gros créateurs. Et d'ailleurs, les vidéos, elles sont sorties la même semaine et elles ont tous les deux, regarde, 3 millions de vues pour celle de Villebrequin, 3,3 millions de vues pour celle de Norman. Alors, je t'explique où on va avec cette vidéo. Je m'appelle Jean-Marie Corda, je suis le créateur de la plateforme Bonsaï, qui est une plateforme pour les créateurs. Je suis créateur depuis 10 ans, passionné par la créateur économie que j'analyse tous les jours. Et aujourd'hui, cette stratégie qu'on va regarder ensemble, que j'appelle la stratégie de la pleurniche, ça consiste à regarder la caméra et dire « je suis désolé » à son audience. C'est une stratégie que je ne connais pas, ok? Donc, je vais avoir l'humilité, contrairement aux autres vidéos où je vous donne des leçons, je vous dis ça, c'est comme ça, bon, là, je ne sais pas. Je n'ai jamais fait cette stratégie, probablement je ne le ferai jamais, et je vais vous poser des questions, je vais analyser devant vous, dire ce que j'en pense, essayer de rester objectif, et je vais pas m'intéresser au drama. Je vais m'intéresser juste à la mécanique, c'est-à-dire comment cette stratégie influence et manipule l'audience, est-ce que ça fonctionne ou pas, en fonction des objectifs de chacun. Alors comme d'hab, tu connais, on se retrouve sur Bonsaï pour une petite analyse sur ce que j'appelle la stratégie de la pleurniche. Avant de se lancer dans l'analyse, évidemment pour une histoire de contexte, on va regarder ensemble des extraits des deux vidéos. J'espère que vous allez bien. Pour Norman, ça commence par une petite intro guitare acoustique. Il nous laisse le temps de découvrir son visage. Ça fait 2 ans qu'on l'a pas vu. C'était un mec qui faisait des podcasts sur des devoirs en interprétant le personnage d'un adolescent. Donc là, ce que t'as à l'écran, c'est Bernard, 35 ans, usé par la vie, de retour de ses vacances de Thaïlande. Donc en fait, il y a un décalage avec ce qu'on a connu et il nous a laissé quelques secondes musicales pour tenter de digérer le choc. Tu vois, sa fanbase est là, putain Norman, t'as changé. Oui. Stop, je vais te parler de Bonsaï Premium, le Netflix du succès. Quel que soit le domaine, tu trouveras les meilleures formations pour atteindre tes objectifs. Gabriel Miquet, idéal pour débuter dans le business en ligne. Expert en affiliation, il t'apprend à vendre le produit des autres, sans que tu aies besoin de la moindre expertise particulière. Il te permet de gagner un vrai complément de revenus, voire même gagner de quoi arrêter ton ancien travail. Lohan LV, il est aujourd'hui le leader de la plus grosse communauté de youtubeurs en France. Il va t'expliquer comment te lancer et percer rapidement sur YouTube. Alex Callan, les plus grands entrepreneurs online, tels que Yomi Denzel, ont fait appel à lui. Au total, il a généré plus de 37 millions d'euros de ventes pour ses clients. Il va t'apprendre à faire des publicités rentables, que ça soit pour ton propre business ou pour vendre tes services. Moi-même, Jean-Marie Corda, créateur de contenu depuis 15 ans et CEO de la plateforme, je suis un spécialiste de la créateur économie. Quel que soit ton business en ligne, je vais t'apprendre les rouages du personal branding et de la création de contenu pour que tu puisses te développer sur les réseaux. Et en plus de ça, d'autres experts sur tout un tas de domaines, immobilier, intelligence artificielle, Web3, profitent de Bonsaï Premium. C'est une offre exceptionnelle à un prix dérisoire qui va te permettre de te développer et de développer ton business à plein potentiel. À tout de suite, je te retrouve de l'autre côté. Vous passiez un bon moment sur YouTube? Eh bien, je vais péter l'ambiance dans 3, 2, 1. Pas évident. Là, il commence avec une blague. Et il se raccroche aux branches, c'est-à-dire la dynamique d'humour qu'il a utilisée, c'est celle du montage, c'est ce qu'il a fait toute sa vie. Alors il a aussi tenté le seul en scène avec des one-man shows, mais ça marchait pas. C'était humoristiquement peu performant. Alors que le montage, non, ça a toujours été bien. Là, il revient avec ses fondamentaux, et je vais pas lui reprocher en position de faiblesse, tu te raccroches à ce que t'as. J'ai beaucoup réfléchi à comment m'y prendre, et j'ai pas trouvé en fait. Donc je vais vous parler comme ça, avec sincérité. Donc l'annonce est faite, il va nous parler avec sincérité. Le cadre est flou, les couleurs sont douces, tout évoque une tentative de paix, désescalader la tension, tu vois. Et on en reparlera tout à l'heure dans l'analyse. Se présenter comme authentique et donc vulnérable veut dire qu'on fait confiance à son audience et qu'on part du principe qu'on parle à des amis. Ouais, mais le contexte est peut-être pas celui-là.
Je te l'ai donné au début, le contexte, c'est quand l'audience se retourne contre le créateur. Donc l'audience n'est plus l'ami du créateur. Donc on se posera la question de est-ce que c'est stratégiquement correct d'arriver vulnérable face à une créature hostile? On va voir. Toute ma vie, j'ai toujours essayé de vous faire rire, ou au moins sourire, parce que je crois que je sais m'exprimer que comme ça. Même quand j'ai abordé des sujets un peu sensibles, je disais toujours avec un petit ton comique. C'est vrai que parler face caméra de sujets extrêmement graves et anxiogènes, c'est pas trop mon truc. Quoi que tu dises, ça fait un peu enregistrement américain de la police fédérale, mais je vais quand même le faire. Et ça continue le montage, tu vois. C'est un peu pour se protéger, ça aussi. Les petites blagues, les petites inserts pour rendre le propos digeste par son audience qui est habituée à voir du montage. Mais ça rentre en contradiction avec le fait d'être vulnérable, authentique. Tu fais pas de montage, tu fous pas une musique de fond avec la petite... Tu l'as entendu la musique? Écoute. Parce que j'en ai envie, mais je crois que c'est nécessaire. Déjà, cette vidéo, je l'ai fait pour les gens qui m'aiment. Ceux qui m'ont donné leur attention avec tellement de bienveillance et de fidélité depuis tout. Musique, montage, à bloc. Le mec te promet de l'authenticité, il arrive, Las Vegas. Ouais, calme-toi. Il y a 2 ans de cela, à peu près, des accusations graves ont été portées à mon encontre par un groupe de filles dont certaines sont devenues amies par la suite, certaines que j'ai rencontrées, d'autres jamais. Bon, là on arrive dans le cœur du drama et ça ne m'intéresse pas. Je vais pas creuser là-dedans. Je te le redis, ce qui m'intéresse ici, c'est de parler intelligemment à d'autres créateurs parce que ça peut tous nous arriver cette merde. Alors pas de la même façon, peut-être que toi tu ne te fais pas draguer par ta fanbase et tu risques pas de te faire choper comme ça, peut-être pas, mais tout créateur qui montre son visage, à moins d'être fou, il a peur qu'un jour ou l'autre son audience se retourne contre lui. Et c'est une vraie question de se dire que faire le jour où ton audience devient hostile. Donc ceux qui s'attendent à ce que je clash Norman, ou qui dans les commentaires vont dire « Ouais, Norman, c'est un enculé » ou « Norman, il a rien fait », c'est pas le sujet. Je fais une vidéo pour les créateurs, une vidéo intelligente, une vidéo de stratégie. On va regarder l'autre, Villebrequin. Et tu vois, pareil, c'est des professionnels, hein. Ils savent comment introduire le truc. Ils arrivent avec un silence, une respiration, ils laissent à l'audience le temps de digérer l'ambiance de merde. Du coup, on écoute sa séquence émotion. Ah ouais, lui, il fait quand même durer le silence avant. Mais c'est bien, se permettre le silence comme ça est une figure d'autorité. Ça montre que on sait que les gens vont écouter. Non mais il y a une attente. Quand il y a un scandale, quand il y a un drama, tous les gens veulent que t'en parles. Ils te harcèlent toute la journée en te posant des questions sur le sujet qui est souvent esquivé jusqu'à être confronté. Donc le jour où tu confrontes le sujet, bah tu sais que les gens, tu peux les faire asseoir 2 heures dans le théâtre, ils vont attendre. Ils veulent voir. Bonsoir, bonjour, je sais pas en fait. Bienvenue sur cette vidéo qui est un peu spéciale, hein, on va pas se mentir, qui est un petit effet de scène, voulu ou non, hein, on sait pas, c'est qu'il parle pas comme ça normalement dans ses vidéos. Là, il met en scène la confusion, il est sur un fond blanc, l'image est désaturée. Donc il y a quand même plein d'éléments qui sont là pour te dire « J'ouvre mon cœur, moment authentique, comme Norman, on joue la stratégie de la vulnérabilité. Donc je vous considère, vous l'audience, comme des amis, auprès de qui je prends le risque de m'ouvrir. » Tu sais même pas raser le mec. A-t-il seulement repassé son t-shirt? A-t-il pris une douche? Il est en mode ça fait 1 semaine que j'ai pas dormi, je suis à l'agonie, je viens vous jeter à la gueule ma douleur, consolez-moi. J'ai pas les mots, voilà, mais je vais les avoir pour le reste de la vidéo et je vais faire le maximum pour avoir les mots justes, surtout. J'espère qu'il y a quelques loulous et louloutes, parce que sinon ça va vraiment juste parler d'un mec qui est passé par des épreuves plus ou moins compliquées dans la vie, et là, il raconte la plus compliquée. Donc, mais c'est intéressant, hein. Comme Norman, si t'as pas suivi le drama, ce qui est mon cas. Pour Norman, la France entière est au courant. Il a tapé dans sa fanbase, voilà. Mais lui, je sais pas. Et du coup, si je sais pas, je comprends pas. Il part du principe qu'il parle à son audience, pas aux outsiders. Et qu'il a pas besoin de réexpliquer ce qui s'est passé. Son audience est au courant. Faut en tirer des leçons, quoi. Faut aller de l'avant. À la base, j'avais écrit 2-3 trucs pour structurer mes idées et essayer de me mettre les choses en place. Et je me rends compte qu'en fait, ce que les gens me reprochent le plus, c'est qu'ils ont l'impression que je suis pas moi-même. Donc voilà, encore une promesse d'authenticité, de vulnérabilité, de s'ouvrir. Je sais pas, j'étais pas encore suffisamment faible, affaibli par toute cette situation pour donner un coup de volant moi-même. J'ai sincèrement souhaité, les yeux pleins de larmes, avec la pluie sur le pare-brise qui me permettait de ne plus rien voir de ce que j'avais devant moi, que juste ça s'arrête, s'il vous plaît. J'avais juste qu'une envie, c'était que... Il parle de suicide, là?
Encore une fois, j'ai pas les détails du drama, de l'injustice dont il pense être victime ou dont son audience pense qu'il est coupable. Mais je répète, c'est pas le sujet. Et je vais pas être pour ou contre ce mec-là. Je le connais pas, j'ai pas les détails. Je veux voir si cette stratégie de vulnérabilité face à l'audience fait du sens. La haine qu'on m'a envoyée, la violence de ce qui s'est passé pour moi, elle a été inouïe. Et il parle d'un truc réel, là. Je veux dire, ça fait 3 fois depuis le début de la vidéo dont je parle du fait que le pire truc qui puisse arriver à un créateur, c'est que sa propre audience se retourne contre lui. Mais si t'es créateur et que tu n'as pas ce facteur en tête, que tu ne penses pas ou que tu ne réalises pas que ça peut arriver, réveille-toi. Ça peut arriver. Et plus t'es connu, plus c'est un désastre. Et quand je suis rentré à la maison, je me suis couché. Donc lui, il nous fait la performance académique, c'est-à-dire il pleure vraiment à l'écran. J'ai pas regardé la vidéo de Norman, je sais pas si Norman il pleure ou pas, mais dans la saveur, c'est à peu près la même chose, tu vois, c'est cette ambiance de vulnérabilité, pour faire simple. Après, tu vas plus ou moins loin dans l'intensité, mais t'as compris, c'est la même stratégie. Donc la question que je vais me poser avec vous, c'est est-ce que la pleurniche fonctionne? Déjà, on va définir le contexte, c'est pas un drama contre un autre YouTuber. Ou alors pas que. Ou alors c'est pas non plus un drama parce qu'un journaliste est venu te chier sur la gueule ou parce qu'un événement en particulier te cause un préjudice réputationnel. Parce que tout ça, quand ça arrive, ça crée l'angoisse d'avoir son audience qui se retourne contre soi. Ouais. Non, là on parle d'un cas de figure pour ces deux-là où l'audience, en tout cas une partie de l'audience, s'est déjà retournée contre eux et les rend fous. Et je ne peux pas en faire une analyse d'autorité parce que ça ne m'est jamais arrivé. Et j'ai eu plein d'événements. Des créateurs qui m'attaquent, des journalistes qui m'attaquent, des événements chelous dans des forums ou quoi, ouais. Mais ça n'a jamais eu de conséquences. J'ai jamais eu ma propre audience qui se retourne contre moi. Au pire, des outsiders, des haters que je connais pas, qui me connaissent à peine, qui viennent dans mes espaces commentaires dire en gros qu'ils m'aiment pas, je suis là, je vous connais pas les mecs, je m'en fous. Et je les banne et puis voilà. Donc j'ai jamais vécu, à titre personnel, une situation où j'avais besoin de rattraper les choses avec mon audience. Mon audience s'est jamais retournée contre moi. Ce qui, entre nous, est plutôt cool vu toutes les conneries que j'ai fait en 10 ans. Ça, c'est un gros bisou d'amour à mon audience. Et vraiment, hein, les mecs, sympa. Alors du coup, on va imaginer ensemble quelles sont les différentes stratégies possibles quand ton audience décide de te faire la peau. Première stratégie, Balek. C'est la stratégie que fait MrBeast en ce moment. Si t'es pas au courant, il y a des gros dramas sur MrBeast. Là, la vidéo, elle date il y a 3 semaines, hein. 14 millions de vues. Tu vois ? Ça a commencé quand un de ses partenaires, tu vois, ils sont plusieurs dans ses vidéos, donc il y a un de ses partenaires qui déjà créait des problèmes parce qu'il a fait une transition. C'était un mec qui est devenu une femme ou il est devenu un transsexuel, suivant comment tu vois la chose. Et en plus de ça, il avait un serveur Discord dans lequel il parlait à des enfants. Et la manière dont il leur parlait, c'était plus que douteux, tu vois, c'est illégal. Je pense que le mec aura des problèmes juridiques. MrBeast est le plus gros YouTuber du monde. Donc avoir un mec de son équipe qui raconte des saloperies aux gamins, et ça le fait pas du tout. Et depuis, il y a plein de vidéos qui t'expliquent qu'il y a une polémique avec MrBeast. Tu vois, cette vidéo-là, 7 millions de vues. Si tu cumules toutes les vidéos qu'il y a eu ce mois-ci pour chier à la gueule de MrBeast, on parle de plus de 100 millions de vues, je pense. Et c'est pas rien, hein. 100 millions de vues pour te prendre de la haine sur des sujets aussi sensibles que les enfants, enfin avec tout ce côté prédateur sexuel, c'est hardcore, tu vois. Donc 100 millions de vues sur ces sujets, et lui, en mode bas les couilles, mec, j'ai un agenda de production, il continue de sortir ses vidéos. Là, il y en a une, il y a 21h, une autre, il y a 2 semaines, le drama venait d'arriver, tu vois, et lui, 3 jours plus tard, il sort sa vidéo. Donc ça, c'est la stratégie bas les couilles, frère. Et tu pourrais me demander, Jean-Ma, va voir les commentaires. J'en suis pas encore là. J'en suis à observer la big picture, à me demander, c'est quoi les différentes stratégies possibles quand tout explose? Et puis, il y a un problème sur les commentaires. Les commentaires où? Sur la chaîne du mec? Qu'est-ce qui l'empêche de les effacer? MrBeast les efface. Il y a eu des scandales autour de ça d'ailleurs. Bah, tous les mecs qu'il traite tu imagines quoi, hein? Bah, ils se font ban. Ah, du coup, les commentaires sont positifs. Oui, mais ça veut dire quoi? Stratégie suivante. Trolling. C'est ce qu'a fait Dr. Disrespect. Si tu connais pas Dr. Disrespect, c'est ce mec-là. C'est un des plus gros streamers jeux vidéo aux États-Unis. Et là, on voit une vidéo qui dit « He's back ». Il est de retour. Alors, si t'es pas au courant, je t'explique. Il y a, je sais plus, 1 mois et demi à peu près. Ouais, c'est ça, il y a 1 mois, tu vois, c'est récent. Il s'est fait choper la main dans le sac et c'est toujours la même histoire, hein. Je sais pas ce qu'ils ont. Et Norman, MrBeast, lui, là, c'est des histoires avec des mineurs.
Et il leur envoie des messages il fallait pas leur envoyer des messages comme ça. Et pour lui, c'était assez spectaculaire parce qu'il y a des révélations, des témoignages qui sont sortis pendant qu'il était en stream. Donc le mec, il était là à jouer aux jeux vidéo devant 10 000, 50 000 personnes, je sais pas, tu vois, il a une énorme audience. Et d'un coup, il a tombé le visage en lisant son téléphone et en voyant que sur Twitter, il était en train de se faire défoncer en direct. Tu vois, il perdait ses sponsors, il perdait toute sa life et il devenait ennemi public numéro 1. Et malgré les lunettes de soleil, malgré la perruque, le costume et tout, tu l'as vu se désintégrer sous tout ça. Et il a tapé une petite annonce un peu ambiguë pour dire j'arrête le live, c'était intéressant, on a fait des choses ensemble jusqu'à là. Genre, tu sais, out of nowhere, le type il te dit adieu. T'es là, on est en train de jouer aux jeux vidéo, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'il s'est fait choper, exécution publique, et il est revenu en mode troll, en mode bas les couilles, je vous emmerde. Il est pas revenu avec des excuses. Il est revenu sur Twitter en mode agressif, mais même pas sur le sujet des allégations. Tu vois, sur des sujets divers et variés, en mode je vous troll, je vous emmerde, je m'en balèque. Et pour l'instant, je dirais qu'il est trop tôt pour juger de la stratégie. Genre, est-ce que ça marche ou pas? J'en sais rien. Pourquoi? Parce qu'il a pas encore fait son retour. Tu vois, sa dernière vidéo, c'était il y a un mois, juste avant le drama. Il est de retour sur Twitter, ouais, mais son métier, c'est pas Twitter. Son métier, c'est de faire des streams sur Twitch. Alors peut-être qu'il ira sur une autre plateforme. Et YouTube. Est-ce qu'il reviendra sur YouTube également? C'est pas son premier drama. Il a déjà eu des grosses absences. Il s'était fait cramer sur un plan cul dans lequel le souci c'est qu'il est marié, donc il trompait sa femme, et il a fait un break après ça. Mais il est revenu. Et ça s'est bien passé. Et là, vu qu'il est déjà de retour sur Twitter, à mon avis, il va retourner en stream. Et de toute façon, quel choix a un créateur à part revenir? À moins qu'il ait vraiment assez d'argent de côté et qu'il soit dégoûté de ce monde-là, mais non. Généralement, il y a une addiction. On aime l'attention reçue, qu'elle soit bonne ou mauvaise, tu vois. Tous les créateurs qui montent leur gueule comme on le fait, ou même qui se contentent d'écrire en cachant leur visage sur Twitter, bon, on est habitué à recevoir l'attention de l'audience et on devient accro. On peut pas s'arrêter. C'est pas juste une histoire de fric. On continue avec les exemples, la pleurniche. Les exemples que j'ai en tête, c'est Logan Paul, Norman, Villebrequin. Norman et Villebrequin, ça vient d'arriver. Donc c'est assez difficile de juger dès maintenant si ça fonctionne ou pas. Et je le redis, on veut pas aller voir les commentaires parce qu'il suffit d'effacer les malveillants. Et donc, c'est pas objectif ce qu'on va lire. Mais Logan Paul, lui, qui se souvient de sa vidéo pleurniche? Elle date d'il y a 6 ans, mais elle est légendaire. Une vidéo qui s'appelle So Sorry. Je te donne le contexte, on le voit en dessous, avec un chapeau Pokémon. Il est parti au Japon dans une forêt où les gens se suicident, ils se pendent. Et il a fait un petit vlog. Le mec, il fait des vlogs humour Walt Disney normalement. Bah là, il s'est dit, je vais filmer des Japonais pendus. Ça va pas du tout les humilier. Eh ben si. On ne se moque pas des morts. Dans la civilisation, c'est mal vu. Du coup, il s'est fait insulter par tout le monde, y compris sa propre audience, et il a tapé une vidéo dans sa chambre d'hôtel, a priori, dans lequel il chiale, et c'est une vidéo sur laquelle les gens se foutent encore de sa gueule aujourd'hui, 6 ans après. Je regarde beaucoup les créateurs américains, je regarde surtout ça. Je les trouve plus divertissants et meilleurs que les Français. Et juste en te parlant de ce que j'ai vu au moins une centaine de créateurs prendre des vidéos de pleurniche de Logan Paul, cette vidéo dont on a vu la miniature, ouais, et prendre les extraits pour se foutre de lui. Et tout le monde se fout de lui. La vidéo n'a pas fonctionné. Ce qui a fonctionné pour lui, c'est qu'il a pris un break, il est revenu avec une nouvelle tête, il s'était coupé les cheveux et laissé pousser la barbe. Genre, j'ai mûri, ok? J'ai réfléchi, j'ai changé, aujourd'hui je ne suis plus un adolescent, je suis un homme. Il a fait un genre de rebranding dans lequel il prenait en maturité et il a progressivement switché des vlogs vers le sport. Il a lancé la mode des boxeurs influenceurs, ce qui est un big deal, hein. C'est une grosse trend qui aujourd'hui encore est très puissante et dont son petit frère est devenu le leader. Donc dans son cas de figure, ça n'est pas la pleurniche qui a permis de calmer la vindicte populaire, c'est plutôt attendre, se réinventer, j'entends par là changer de visage, changer de niche, changer de brand, et proposer du contenu qui a fonctionné, proposer de la valeur. Ce qui demande du travail, évidemment, et du talent. Et dernière stratégie, prendre ses responsabilités. Ce qui était ma stratégie quand j'ai mis fin à DBL, le groupe que j'avais créé. J'ai fait une annonce publique en disant « c'est ma faute ». C'est moi qui ai fait telle et telles erreurs, ce qui mène aujourd'hui le groupe à être quelque chose qui ne me plaît pas et qui de manière générale ne vous plaît plus. Et j'ai arrêté. Ça peut paraître un peu douloureux en termes d'ego de faire ça veut dire admettre un échec, mais en vrai je l'ai pas si mal vécu parce que c'était la vérité. Et que la part de responsabilité que j'admettais, c'était vraiment ma faute et j'étais pas en résistance avec ça, j'étais pas en conflit avec ça, j'essayais pas d'esquiver mes conneries, non. J'allais même au-delà, c'est-à-dire je ne parlais que de ma responsabilité et pas de celle des autres, parce que c'est mes principes de vie. Je me dis qu'en fait,
Tout ce qu'on peut faire pour avoir le contrôle sur les choses, c'est d'en accepter la responsabilité. Quand les choses foirent, même avec des gens qui t'attaquent, te trahissent, t'as subi un truc, tu vois, c'est ta faute quand même. Pourquoi ? Parce qu'en premier lieu, t'as donné ta confiance aux mauvaises personnes. Donc c'est ta faute. Et ça m'est arrivé plein de fois d'ailleurs. Mais quand tu penses comme ça, tu te retrouves jamais dans une situation où t'as le sentiment d'être la victime des gens et des circonstances. Tu te dis toujours, je suis en contrôle. C'est évidemment très douloureux comme position de vie. Parce que t'es toujours responsable, parce que c'est toujours ta faute. Ouais, mais en fait, le contrôle, la liberté, ça coûte cher, ça coûte très cher. Et le prix à payer, c'est ça, c'est la douleur de la pression liée à la responsabilité. Donc maintenant que je t'ai dit que j'ai pas l'expérience, et on n'a pas non plus le recul, et j'ai pas fait les analyses nécessaires pour te dire avec certitude, telle et telle stratégie mène à telle et telle conséquence. Je sais pas. D'ailleurs, en commentaire, parle-moi. Dis-moi ce que t'en penses, dis-moi si t'as les expériences, je les ai pas toutes. Dis-moi si t'as analysé les dramas, je ne les ai pas analysés. Là, je suis curieux de savoir comment ça va se passer pour Norman, je suis curieux de savoir comment ça va se passer pour le mec de Villebrequin. Si ça se trouve, ça va marcher de s'ouvrir comme ça devant leur audience. Il y a une partie de leur audience qui les aime encore et qui est prêt à leur pardonner, qui demande plus de contenu. Et de manière générale, même ceux qui les aiment pas, ils sont accros au contenu. Ils veulent en voir plus. Donc ils sont là, ouais, vas-y, continue de faire le clown, de toute façon, je m'en bats les couilles de ta life. Peut-être. Donc dites-moi en commentaire comment ça évolue leur histoire, je suis curieux. Mais ce que je peux te dire avec certitude, c'est mon feeling instinctif sur la stratégie de la pleurniche. D'instinct, c'est une stratégie qui m'inquiète parce que la foule est cruelle, irrationnelle et bête. C'est pas méchant, mais la foule est une créature émotionnelle, par définition. Si t'es pas d'accord avec ça, tu ne connais pas la foule. Moi, j'étais artiste de rue pendant 15 ans, je la connais, la foule, physiquement, elle est bête, irrationnelle. Une foule, tu leur dis, vous êtes content? Ouais! Pourquoi? Bug. Ils savent pas. Tout le monde va te répondre rien, en fait. Ils peuvent pas répondre. Et du coup, s'ouvrir, se vulnérabiliser face à une foule qui a déjà décidé qu'elle te déteste, ou partiellement décidé qu'elle te déteste, putain, ça fait flipper, hein. Moi, je sais pas si j'aurais confiance. Parce que c'est de ça dont il s'agit, hein. Quand tu t'ouvres, si tu t'ouvres sincèrement, tu pars du principe qu'en face, t'as un ami. Si en face, t'as une créature irrationnelle et hostile, il faut pas s'ouvrir. Faut soit fuir, soit contre-attaquer et taper dessus. Alors, taper sur une foule, c'est compliqué parce que tu perds. Donc ce qu'on fait généralement avec la foule, quand on sait la travailler, c'est qu'on la manipule. Et on peut aussi se demander si la stratégie de la pleurniche n'est pas une manipulation. On parle quand même de grands professionnels de l'audiovisuel là. Hein. Norman, il était top dans son game, Villebrequin, il est top dans son game, Logan est top mondial. Bon, juste par leur position et par leurs compétences, il y aura toujours des gens, moi le premier, qui vont remettre en question leur authenticité en leur disant « c'est quand même ton métier de jouer le jeu face à une caméra ». Donc la vulnérabilité, c'est un risque de se faire buter, et la manipulation par la culpabilité, c'est-à-dire faire pitié aux gens, c'est possible, ça peut marcher, mais tu peux aussi te faire cramer si c'était pas authentique, ou pire, ça peut être authentique et les gens en face sont là, non mais je te crois pas, et ils veulent quand même te buter. Et la pire solution, ça serait d'en appeler à leur raison, de venir avec une vidéo qui n'est pas émotionnelle, qui est juste factuelle, rationnelle et tout ça, et croire que ça va passer. Non. Ça reste une foule. Au moment du drama, elle va perdre en rationalité, cette foule. Et surtout, elle va se faire envahir de nouveaux spectateurs que tu connais pas, qui eux sont là pour le drama, qui eux en ont pas grand chose à faire de tous tes petits arguments de logique. Non. Et ils viennent voir un feeling. Ils viennent voir un accident de la route, quelque chose de spectaculaire. Ils veulent du sang. Donc si t'as l'air d'un animal blessé, génial, ils vont venir te bouffer. Si t'as l'air serein, drôle et agressif, peut-être ils vont se joindre à toi, parce qu'ils vont sentir que t'es dans le camp du winner, et venir avec ton audience attaquer tous ceux qui seraient pas d'accord. Ça se joue comme ça. C'est un monde du spectacle. Ça n'est pas un monde de la raison. Ça n'est pas un monde avec des gens assis sur un bureau qui discutent calmement et qui font des contrats. Non. C'est la foule. Ça gueule, ça crie, ça rigole, ça pleure. Et la question que je me pose ensuite, c'est de me dire, ok, imaginons que la stratégie de la pleurniche, elle ait fonctionné. Ok? Ça marche. L'audience arrête de gueuler, ils se disent « Ah ouais, mais en fait, t'as raison, mon pauvre », et ils te consolent, tu vois, ils sont là « Ah, on t'aime, on t'a toujours aimé ». Disons que ça marche, ok. Bon, quel type d'audience ça attire si ça fonctionne? A priori, pas le genre d'audience que je veux. Ça va soit attirer des hyènes qui veulent voir un créateur à terre, soit attirer des gens sur qui la domination par la culpabilité fonctionne et qui viennent consoler. Mais en vrai, est-ce que c'est une question si importante que ça? C'est la stratégie de la pleurniche. Ça n'est pas une stratégie d'expansion, c'est pas une stratégie pour attirer une nouvelle audience. C'est plutôt une stratégie pour que sa propre audience arrête d'essayer de nous tuer. Et il se peut que ça fonctionne
sur une audience féminisée. Et quand t'as des grosses audiences, donc des audiences mainstream, bah déjà t'as 50% de femmes, et t'as aussi un panel très large de la population. Et après, ça reste une question assez subjective et personnelle de se demander qu'en est-il de la population française. Si t'as un panel très large, donc mainstream, est-ce que psychologiquement, c'est une audience qu'on pourrait qualifier de mentalement féminisée? La question reste ouverte, tu vois, j'y réponds pas. Mais il faut se la poser. Parce que la stratégie de la culpabilité, ça marche quand même mieux sur un esprit féminin. Oh, le pauvre, tu sais, c'est un truc de nana. En tant que mec, quand tu chiales, les autres mecs autour sont très mal à l'aise. Ils vont pas dire « oh, le pauvre ». Ils sont en mode « me parle pas, reste loin de moi, reste digne, merci ». Et c'est culturel et ancestral. C'est le cinéma, c'est la société qui nous montre que un homme qui pleure, bah, il se fait encore plus frapper. Une femme qui pleure, bah, on la console et on lui demande « ma princesse, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Genre, t'as une femme qui pleure toute seule dans la rue, t'auras toujours des gens qui vont venir se soucier d'elle. Un mec qui pleure dans la rue, il va peut-être se faire frapper. Donc au final, ce qui me reste, c'est mes valeurs perso. Tu vois, quand j'ai pas vraiment les infos et l'expérience sur un sujet, ce qui va m'intéresser, c'est, bon, instinctivement, j'en pense quoi? Bah, comme dirait l'autre, il y a la pudeur helléno-chrétienne. C'est-à-dire, un mec se cache pour pleurer. Instinctivement, si ça va mal, moi en tant que mec, j'ai quelques potes que je vais appeler, mais c'est des potes dont je suis très 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 proche, hein. Et même dans le cadre de cet appel, je vais surtout pas pleurer. Et jamais. Et je vais rester digne, je vais leur exposer factuellement les problèmes, et vu que c'est des potes et que c'est des gens intelligents, ils sont sensibles à la rationalité, ils vont pouvoir m'analyser le truc et m'aider à faire ce que je veux, c'est-à-dire solutionner. Je les appelle même pas pour qu'ils me consolent. Une fois qu'on aura réglé le problème, on ira boire une bière ensemble, ils me consoleront. Si jamais le problème est dans ma tête et que je m'en fais tout un foin, ils vont me rassurer en me disant « non, mais tu délires, calme-toi, on va boire la bière avant parce qu'il n'y a rien à régler ». Mais d'instinct, c'est comme ça qu'un mec règle ses problèmes, toujours. Tout seul de son côté, ou avec l'aide des gens en qui il a confiance en privé, mais en tout cas, certainement pas en pleurant publiquement. Mais c'est encore une fois, c'est mon expérience perso, c'est ma sensibilité perso. Les plus gros créateurs au monde ont factuellement une sensibilité différente. Ils pleurent face caméra devant des dizaines de millions de gens. Et du coup, rien à foutre de ma sensibilité. Donc la question qui demeure, c'est est-ce que ça fonctionne, cette technique de la pleurniche? Dis-moi en commentaire, éduque-moi. Pour le coup, je suis curieux. T'as peut-être analysé d'autres créateurs qui ont pleurniché et pour qui ça a suffi. Il n'y a pas eu besoin que en plus ils se rebrandent, se réinventent et proposent de la valeur. Ou t'as peut-être assez suivi le drama Norman et Villebrequin pour savoir si ça a déjà des conséquences positives pour eux. Peut-être. Et en l'occurrence, pour Villebrequin, je crois que c'est une histoire de financement de projet, donc on n'est pas du tout dans un délire où il y a des jeunes qui se sont fait tripoter ou qui ont reçu des messages qui n'étaient pas adéquats. Donc, je pense que c'est pas du tout le même niveau d'intensité de bordel. Du coup, peut-être que pleurer, ça suffira. Je sais pas. Mais comme tu le vois, c'est un sujet sur lequel j'ai l'humilité d'arriver en posant des questions. Et j'analyse, tu vois, je donne différents exemples et j'observe différentes situations. Ouais. Mais j'ai pas une conclusion précise en mode, ouais, c'est ça qu'il faut faire parce que je ressens les choses comme ça. Non. Moi, je fais comme ça parce que je ressens les trucs comme ça. Et encore, je leur dis, j'ai pas eu mon audience qui se retourne contre moi. J'ai juste eu des gens que déjà j'appréciais pas de base qui venaient me chier à la gueule. Je suis là, ouais, je suis au courant que vous m'aimez pas, je vous aime pas non plus. C'est ok. Là, non. Ils sont en souffrance complète, les mecs. Ils avaient contrôle sur l'audience et ils l'ont perdu. Ça s'est retourné contre eux. Donc bref, balance les messages, je les lirai, et j'y répondrai, j'écouterai, je réfléchirai. Je te fais une bise. Merci pour l'attention. Salut.